Ce matin, c'est juste pour d'abord, parce que nos amis sont là dans le cadre de la journée scientifique du 4 juin, lundi prochain. Et donc on en profite aussi pour que rencontre en communauté des étudiants de Masdel, parce que la chaire des discriminations dont on parle aujourd'hui est d'abord été mise en place grâce d'abord à notre partenariat entre l'Université Paris 1 et l'Université de Son-Fauteuil, et qui a donné lieu par extension au fil des années à cette chaire UNESCO avec 6 pays dont vous connaissez maintenant qui sont membres de ces chaires. Le Canada, elle est dans ce cadre-là. Et puis il y a d'autres qui vont venir ce soir après-demain, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina. Donc on voulait profiter vraiment pour échanger avec vous. D'abord, moi je suis particulièrement heureux parce que j'étais de l'autre côté il y a quelques années. Et quand je suis rentré, j'ai été accompagné. Nous avons prévu, nous, 10 minutes à peu près, 12 minutes de présentation, chacun, pour que... Alors, on en fera 3 ce matin, hein. Oui, il y a Laurence Godard, parce qu'on a prévu 4... Il n'arrive que ce soir. Hein, malheureusement, et que vous entendrez abondamment lundi. Elle sera là lundi. Les spécialistes vraiment des questions foncières. Et nous 3, Sylvie Capitan, Marie-Ève Desrosiers de l'Université d'Ottawa et moi-même, nous sommes enseignants-chercheurs, donc en France, enseignants et chercheurs, on fait les deux à la fois. Et on a 3 sujets différents, 3 manières d'aborder les questions de développement différentes. Et ça montre bien que cette notion de développement, elle est très englobante. Alors à la fois, elle est floue, parce qu'elle recouvre énormément de l'aspect. En même temps, elle peut faire communauté scientifique, dans la mesure où tous les instituts, tous les établissements qui participent à la formation des professionnels, que ce soit pour la recherche ou le monde professionnel, ou les deux à la fois, puisque les deux sont de plus en plus liés aujourd'hui. Et voilà, l'idée c'est de les rassembler, d'en faire un réseau, puisque nous travaillons les uns et les autres, tous à nos manières, à la formation des futurs cadres qui sont appelés à travailler dans ces domaines du développement. Donc on est très proche de vous en termes d'établissement, on est pluridisciplinaire, c'est des sciences humaines au sens très large, des anthropologues, des démographes, des historiens, des linguistes, des philosophes. Et on reçoit des étudiants aussi très divers qui viennent faire une spécialisation chez nous sur ces questions de développement. Que ce soit sur les questions de santé, d'éducation, gestion des conflits, etc. Donc on est bien dans une démarche socio-anthropologique, on part de la connaissance de terrain et ensuite on va aborder les grands dispositifs d'aide, de coopération qui sont normés, qui sont des connaissances générales, mais cette connaissance terrain, que ce soit pour vous, que ce soit pour nos étudiants, c'est votre plus-value. Votre plus-value numéro 1 que les bailleurs chercheront dans les années qui viennent, c'est vos connaissances terrain. Sur un sujet particulier, il faut développer une expertise pointue, actualisée, que ce soit les questions de santé, développement local, foncier, dispositifs de gestion de crise, etc. Surtout être bien au fait de ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qu'il y a de plus difficile à connaître. Et c'est là où votre plus-value, à vous, elle se situe. Nous pensons aussi que cette critique du développement, c'est une affaire collective entre les seniors, nous, et les juniors. C'est très important. Hein. Je cite quand même quelque chose que j'aime beaucoup de Pierre Bourdieu, qui disait que parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'acquérir une démarche de recherche, dit-il, sans la pratiquer, et si possible, très vite, auprès de ceux qui ont déjà avancé, auprès de ceux qui ont déjà mis du temps pour le faire. Il n'y a pas de recherche tout seul, isolé dans son coin. C'est une affaire collective et il faut interagir avec ceux qui ont avancé déjà depuis plusieurs années avant vous et qui sont là, nous, à restituer, Moustapha, tous les seniors qui doivent restituer aux plus jeunes les éléments de leur recherche, de leur boîte à outils, de leur méthodologie. Cette utilité de se regrouper et ensuite d'interagir avec les seniors, c'est très important. Vous devez venir vers nous, nous on doit venir vers vous. Et c'est comme ça, je pense que Moustapha aussi conçoit sa formation de spécialité avec vous. Nous faisons aussi avec nos 200 étudiants. Donc on s'était entendu sur cette idée de parler de la critique des ODD. Moi, je ne travaille pas spécifiquement sur les ODD, sur leurs impacts. J'ai des collègues à l'EDIM qui le font. On a un collègue, Antonin Steven Barani, qui travaille de manière beaucoup plus spécifique, de manière beaucoup plus pointue cette question-là, en regardant entre autres la façon
dont des partenaires décident de mettre de l'avant des mécanismes d'évaluation justement du progrès des ODD et le regarde particulièrement dans des États qu'on dit fragiles. Alors lui, il a vraiment un programme de recherche qui est spécifiquement articulé autour des ODD. Sauf que comme Anne le disait, les ODD, c'est un vaste programme de développement qu'on s'est donné, la communauté internationale. Beaucoup vont dire trop vaste. Si on compare, entre autres, par rapport aux objectifs du millénaire, on est à beaucoup plus d'objectifs. Moi, j'ai principalement fait ma formation dans un milieu anglophone. Et je pense que vous avez peut-être, si vous avez commencé à lire peut-être un peu en anglais, vous vous êtes rendu compte que c'est deux solitudes. L'univers académique anglophone et l'univers académique francophone opèrent vraiment beaucoup en vase clos. Mais il y a une littérature qu'on sort dans les années 80, début 90, qui s'appelle State in Society. Donc, c'est l'État inféodé au sein de la société dans laquelle il est, donc, dans laquelle il habite et qui cohabite avec cette société-là. C'est l'étude de ces relations-là que l'État a en étant inféodé dans cette société-là. Et donc, moi, c'est l'angle d'approche que j'adopte, que j'ai toujours adopté, et ce qui, dans le cadre de mes projets plus récents, qui portaient vraiment justement sur les questions de relations État-société au Rwanda, d'un point de vue historique, au cours donc de la période qui va suivre l'indépendance, c'est ce que j'ai adopté comme point d'entrée. Si vous avez traité un petit peu de ces questions de relations État-société, mais vous savez qu'on a eu tendance dans la littérature à avoir deux points d'entrée, deux analyses deux lectures qui sont plus standards. D'un point de vue, c'est qu'on rentre souvent dans cette étude des relations État-société par le haut, en regardant les élites, et les élites face au pouvoir, ou les élites dans le pouvoir. Et c'est entre autres, si on regarde la littérature qui porte sur l'étude comparative de l'autoritarisme, c'est vraiment beaucoup sur les élites qu'on va se pencher parce que c'est eux qui sont vus comme la clé soit de la résilience autoritaire ou la clé du vent de changement face à l'autoritarisme. On a aussi comme angle d'approche la société civile. Okay, donc encore une fois, dans cette idée de comment est-ce qu'on conçoit la façon dont on regarde les relations État-société, mais c'est de regarder la société civile, les communautés, donc qui sont généralement définies comme déjà mobilisées ou déjà activistes, parce que pourquoi on a tendance à les regarder, et si vous allez lire la définition, la description de l'ODD 16 et du programme qu'on se donne par rapport à l'ODD 16, nos partenaires dans l'ODD 16, c'est justement souvent défini comme cette société civile, ces partenaires qui sont déjà quelque part un peu plus activistes, un peu plus, et qu'on doit aller soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont perçus comme les clés la clé de voûte du changement démocratique. Alors ça, c'est ce que la littérature a eu tendance à faire jusqu'ici. Mais de mon côté, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de creuser au-delà de ces deux types d'acteurs pour, au contraire, aller me pencher sur la relation entre l'individu, donc le citoyen, vous me permettrez de l'appeler le citoyen ordinaire, sa relation qu'il a avec l'État. Et d'aller me pencher sur la perception que quelque part, vous et moi, on va avoir du pouvoir, les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'État et surtout notre positionnement, ce qui va finir par influencer notre comportement. Les citoyens, leurs attentes, leur compréhension de ces relations de pouvoir-là. Donc, à toute fin pratique, c'est de comprendre leur univers politique. Et pas nécessairement, qui n'est peut-être pas nécessairement le reflet parfait de la réalité, mais qui est à toute fin pratique, leur conception de ce monde politique qui va avoir une influence sur la façon dont ils vont agir. Nos croyances, nos conceptions finissent par être encadrant tout, si j'ai bien compris le MASDEL, c'est du développement local. Donc vous êtes déjà en contact avec cette réalité locale. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en termes, certainement pour une politologue, de voir justement à quel point cet univers politique-là
nous amène dans un espace qui est très différent de ce qu'on a imaginé, nous, comme communauté internationale, où, avant tout, quand on parle de cette relation État-société, c'est souvent en termes de crise. Quand est-ce qu'on a la faille? Quand est-ce qu'on est dans un moment où les choses se corsent? Quand est-ce que... Mais alors que quand on parle à justement le citoyen, ben lui, sa relation aux politiques, sa relation au pouvoir, sa relation aux autorités, c'est dans le quotidien. Et donc, c'est une lunette, une lentille de compréhension qui est très, très différente de cette lentille du haut vers le bas dont je vous parlais plus tôt. Et donc, quand moi j'ai commencé ces recherches-là, du coup, le cadre international dans le secteur du développement, c'était donc les OMD, donc les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il y en avait moins qu'avant, il n'y en avait que 10 à l'époque. Et c'est vrai que le discours international se construisait autour de ce cadre-là, qui a émergé, donc, comme vous le savez, au niveau du millénaire, donc à partir des années 2000, et qui en fait correspondait à une sorte de consécration de la, je dirais, décennie peut-être un peu heureuse de l'ONU. L'ONU, à partir des années 90, a un peu repris la main sur les institutions financières internationales qui avaient été un petit peu les chefs de file de la coopération dans les années 80, avec donc le FMI, la Banque mondiale, les plans d'ajustement structurel, etc. Vous êtes au courant de tout ça. Donc dans les années 90, il y a eu une remise en cause, et donc là l'ONU en a un peu profité pour reprendre le devant un petit peu de la coopération internationale, en mettant en avant un développement qui doit être pas uniquement économique, mais qui doit être multidimensionnel, en mettant en avant des indicateurs de développement plus qualitatifs. Et du coup, tout ça a abouti à la consécration des OMD à partir des années 2000, qui du coup devait être le cadre de fonctionnement, et qui a été le cadre de fonctionnement jusqu'en 2015. Assez rapidement, avec du coup ce qui s'est passé en 2001, la coopération internationale a pris finalement une autre direction, puisqu'elle a été finalement touchée de plein fouet par le tournant sécuritaire qui a suivi dans les années 2001. Et c'est là où les questions d'État fragile, etc. ont largement augmenté. Et cette idée de faire un développement plus qualitatif a finalement été un peu recouvert par les objectifs de sécurisation qui ont été menés largement par les États-Unis et qui ont fait un peu un basculement au niveau de la coopération internationale, et qui a été un peu quand même le déclin aussi aujourd'hui de l'ONU, qui aujourd'hui est dans une situation quand même très problématique au niveau international, puisque ne serait-ce qu'adopter une résolution au Conseil de sécurité devient pratiquement impossible, que l'ONU a montré sa faillite à empêcher les conflits à travers le monde, et elle s'engage aujourd'hui à essayer de défendre son bilan en termes de développement, en construisant aussi ce paradigme du développement durable, dans lequel vous, finalement, vous opérez, et dans lequel vous allez opérer, puisque pour l'instant c'est valable jusqu'en 2030, et il est tout à fait probable qu'en 2030 il y aura d'autres objectifs, parce que tout ne va pas être supprimé, donc ils auront peut-être un autre nom, on verra. Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres objectifs en 2030 qui seront largement inspirés des objectifs qui existent actuellement. Et en fait, vous avez une convergence aujourd'hui de ces réflexions climatiques et de ces réflexions de développement, et du coup avec une montée en force des questions environnementales dans les questions de développement. Et comme le disait Marie-Ève, quand vous voyez la liste, effectivement, il est difficile de dire que vous ne travaillez pas pour un des objectifs des ODD. Alors, si vous ne luttez pas au moins contre la pauvreté, si vous ne luttez pas pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, travail décent, enfin voilà, c'est pratiquement impossible de ne pas rentrer finalement dans ces objectifs. Ces ODD sont censés être universels, c'est-à-dire concerner aussi bien les pays dits du Nord que les pays dits du Sud, et c'est la grande nouveauté affichée par rapport aux OMD, qui était censé être que pour les pays du coup en développement et qui recevaient du coup la coopération. Là, on dit que vous soyez ancien colonisateur ou ancien colonisé, que vous soyez si c'est vous qui pourvoyez de l'aide internationale ou si c'est vous qui en recevez, vous êtes concernés de la même manière par les OMD. Ils sont universels. Par contre, ils sont différenciés. Donc, les objectifs que chacun doit respecter ne seront pas les mêmes. Donc les objectifs auxquels la Guinée doit devoir répondre d'ici 2020-2025 ne sont pas les mêmes que ceux que la France va devoir respecter. Et ce qui est quand même intéressant,
Et c'est une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les administrations françaises, vous avez des chargés de mission qui vont sensibiliser les ministères sur les questions de développement durable et qui sont en train de leur dire eh ben, il faut qu'on fasse des mesures sur comment, par exemple, en France, on délivre les soins de santé et est-ce qu'on va pouvoir répondre aux objectifs qu'on va devoir se fixer. Cette convergence me semble intéressante parce qu'évidemment, elle met en avant l'interdépendance des enjeux collectifs qui sont aujourd'hui les nôtres. La chaire pour laquelle on est venu ici s'appelle les enjeux partagés du développement et donc évidemment ça va dans ce sens-là. Mais on est aujourd'hui sur des interrelations internationales qui sont tellement denses que forcément la situation d'ici va impacter la situation d'ailleurs. Et que les mécanismes internationaux, qui soient économiques, politiques, sociologiques même, on voit bien aussi dans les parcours, vous-même peut-être vous avez des parcours, vous avez fait une partie de votre formation quelque part, puis une autre ailleurs, peut-être qu'après pour votre doctorat vous irez vous former encore ailleurs, vous allez être sur, disons, une internationalisation du coup des enjeux qui se posent. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec le master dont je m'occupe. C'est que par exemple, nous, à l'IEDS, les étudiants viennent essentiellement pour se former sur des questions plutôt extra-européennes. Donc quand on fait des cours de microfinance, on ne va pas faire des cours de microfinance sur comment ça se passe en Espagne ou en Italie ou en France, on va plutôt faire des cours de microfinance sur comment ça se passe au Maroc, comment ça se passe en Amérique du Sud, ou comment ça se passe aussi en Afrique de l'Ouest. Donc nos étudiants viennent pour ça. L'idée, c'est que pour eux, d'aller travailler, du coup, soit en Amérique du Sud, soit en Asie, etc. Mes recherches actuelles, voir justement comment j'ai pris finalement intégrer cette convergence, c'est-à-dire aussi bien les questions de développement et environnemental, et cette convergence des intérêts entre finalement pays du Nord et pays du Sud. Donc moi maintenant, je travaille plus sur les extractions, les activités extractives. Donc en Guinée, je sais que ça vous concerne aussi beaucoup. Des minerais qui sont largement exploités par des multinationales étrangères, qui le font pour répondre à des besoins de consommation mondiale, qui concernent aussi l'Afrique, mais qui concernent aussi beaucoup l'Asie, mais aussi beaucoup l'Europe. Donc là aussi, forcément, on est dans cette convergence d'enjeux. Et finalement, le petit village qui va se retrouver impacté par une exploitation aurifère au fin fond du Burkina, en fait, ce qui lui arrive est profondément lié à la manière dont l'or est fixé au niveau international, au niveau de Toronto. Vous voyez, cette convergence des intérêts me semble aussi très bien démontrée dans ce sujet de recherche qui a été le mien ces dernières années, parce que j'ai été assez fidèle à mon terrain sur lequel j'ai commencé à travailler, et que c'est en suivant mon terrain que je me suis mis du coup à suivre ces évolutions et donc à me mettre à ces questions extractives, parce que mon terrain était en train de le vivre finalement. C'est la Guinée que tous les pays sont impliqués, et chaque pays essaie de décliner et de mettre en place concrètement ces objectifs du développement. En Guinée, on a la vision 2040, vous connaissez, la vision 2040 pour la Guinée émergente et prospère. C'est une vision globale du développement qui retrace et indique le cheminement à suivre pour la mise en œuvre des objectifs du développement en général, mais aussi qui sont déclinés au niveau régional. C'est très complexe, on ne va pas rentrer, mais il y a une sorte de mise en œuvre stratégique de ces plans au niveau local et des outils importants pour la Guinée. C'est ce qu'on appelle le plan national de développement économique et social 2013-2030 qui va permettre concrètement la mise en œuvre. Et c'est le ministère de la coopération et du plan qui gère, qui prend des initiatives et qui organise tout ça. Voilà un peu en Guinée, globalement, comment ces objectifs sont déclinés actuellement en termes de politique stratégique de mise en œuvre. Donc vous avez la parole. Merci professeur Diop. Bonjour à tout le monde. Je suis Boubacar Diallo. Je suis économiste de formation. Je viens de Pierre Mendès France. Économie internationale. Après, toutes les questions liées au développement des territoires. Je travaille au département de l'Isère. Et je suis venu travailler au Sénégal sur ces problématiques de développement à l'échelle locale. C'est vrai que par rapport à ce que vous expliquiez là, et moi j'ai vu l'évolution dans mon parcours personnel. Et que quand on faisait ces formations d'économie, on était sur des agendas très macro. Et je me rends compte, même dans mon activité en Guinée, que j'ai toujours cette difficulté à travailler sur certaines choses par rapport à des gens qui sont issus de ces cursus un peu macro. Voilà. Et on me dit souvent, mais
tu poses beaucoup de questions, où tu cherches trop la profondeur, mais nous, à un moment donné, mais moi je me dis simplement, mais attendez, ce que vous imaginez là, mais est-ce que vous dites une seconde, est-ce que ça peut marcher quelque part? Et est-ce qu'il y a eu cette relation de travail vis-à-vis de ce que les gens pensent au niveau local? Mon terrain de travail, c'est sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais là, mes questions viennent à l'encontre des interventions internes, internationales. En ce qui arrive pour la motivation des acteurs internationaux à travers la localité. C'est un peu ça ma question. Merci. D'autres questions? Je suis sociologue de formation ici de la deuxième corps. Je travaille sur le logement local. Et quand j'ai un peu fait la lecture d'un extrait relatif aux EDD, je me suis rendu compte de certains faits et je me suis posé quelques questions, notamment liées au fait de l'application des objectifs, c'est-à-dire que les ODD sont universels, alors que nous n'avons pas le même niveau de développement. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau, par exemple, des pays qui n'ont pas un niveau de développement aussi élevé que les pays du Nord? Et là, je me pose cette question. Est-ce qu'ils reçoivent le même financement? Et s'ils reçoivent le financement, est-ce que c'est à travers les institutions privées ou c'est dans le budget du gouvernement? Sur la réinsertion socio-professionnelle des survivants d'Ebola. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que les organismes évoluant dans le cadre des ODD, dans vos États, réfléchissent sur la question de l'insertion socio-professionnelle, précisément sur les survivants d'Ebola, vu que ces survivants sont stigmatisés et d'autres ont perdu leur centre d'intérêt, savoir leur profession et le commerce, voire même social. Testé par la parole des acteurs, vous le donnez à voir, et de manière assez académique, mais vous ne basculez pas immédiatement dans la recommandation politique. Parce que, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de recommandations politiques, mais ces décalages, évidemment, si nous avions les réponses, les uns et les autres, vous comme nous, il y a longtemps qu'on pourrait les donner. On n'en a pas. On n'en a pas parce que, quelque part, c'est notre objet d'étude. Ce décalage-là, c'est nos sujets. C'est nos sujets sur lesquels on va être appelé à produire une expertise, vous comme les étudiants de chez nous, et de manière très documentée. Donc il y a deux manières d'y répondre. On documente le décalage, on fait les entretiens, on mesure ce décalage, on donne les éléments, les ressorts de ce décalage, on décrit les stratégies d'acteurs, mais quelque part, après on livre cette documentation très précise aux décideurs politiques. Après on en fait partie ou pas, mais on change un peu de casquette et on passe dans la recommandation, où on a des manières de s'en sortir. Et voilà, donc si vous voulez, il y a quand même deux métiers un peu par rapport, il y a deux postures par rapport à ces décalages, et je pense que c'est des choses qui se posent chez nous, deux métiers différents. On peut être très bon sociologue, on peut être très bon analyste, expert, et en même temps faire des recommandations, mais il faut essayer de bien garder la richesse de la démarche de la recherche. Et essayer de documenter le sujet inverse. Comment finalement les terrains guinéens, burkinabés, rwandais, européens, calais, nos migrants, etc. Qu'est-ce que ces réalités-là font aux EDD? J'aspire à ce que la chaire UNESCO, qui, je le disais tout à l'heure au professeur collègue de Moustapha, c'est pas quelque chose d'évanescent, c'est un outil. C'est un outil de mise en relation. Donc, l'association des étudiants de l'IEDES va se mettre en contact avec l'association du MASDEL, et quand ils font des micro-projets avec des recherches de financement, ils font tous des recherches de financement. Et tous leurs projets sont en cofinancement. Un peu d'argent de la ville, un peu d'argent de l'AFD, un peu d'argent d'une ONG, un peu d'argent... Et ils montent un programme avec des cofinancements. Cette méthode-là, il faut la partager. Et quelque part, vous auriez intérêt à présenter des projets avec vos compétences et vos profils diversifiés. Ce que la chaire n'a pas, c'est les financements, on n'est pas un bailleur. Par contre, on est un outil dont il faut se saisir pour que tous les niveaux, étudiants, personnel administratif, je ne les oublie pas, enseignants-chercheurs, chercheurs, puissent se connecter. Et se connecter en complémentarité. C'est un peu pervers justement cette technicisation du local, si vous le voulez, surtout si c'est adopté justement localement. Je vais vous donner l'exemple du Rwanda qui, pour moi, est un exemple qui est un peu
malheureux à ce niveau-là où justement on s'est posé la question. Prenons par exemple dans le milieu rural, les agriculteurs, ben, finalement, est-ce que ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des experts, alors qu'est-ce qu'ils peuvent, à nous, on va leur montrer comment faire l'agriculture de manière à ce que ce soit beaucoup plus durable, hein, une agriculture beaucoup plus durable. Et je suis sûre que vous connaissez cette dynamique-là parce que ce n'est pas pour Rwanda, on l'a vu partout ailleurs. Et donc, on a délégué toute la réflexion sur la structuration de l'agriculture au Rwanda à des experts, à des spécialistes, depuis ce fameux virage, le virage vert qu'on a vu depuis une dizaine d'années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2018? J'en parlais avec des collègues la semaine dernière. On a encore des famines, on a encore une malnutrition importante. Et ça a pris du temps, mais le gouvernement commence. On est quand même, je vous rappelle, dans un contexte quand même très autoritaire, où on n'aime pas trop les chiffres qui ne présentent pas nécessairement une bonne image, mais on est en train de faire volte-face parce qu'on est en train de se rendre compte qu'effectivement, ce sont des gens qui travaillent leur terre depuis très très longtemps. Donc, il y a pour vous tenir compte de cette distanciation, le macro versus le local, mais en même temps aussi être conscient de l'enjeu qui existe sur la technicisation du local qu'on est également en train de voir. Il y a eu une question sur le financement du développement. Ça, c'est évidemment une question qui est très, très intéressante, mais peut-être pour embrasser un petit peu les... Je pense qu'on est dans une période charnière. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut vraiment la peine de l'étudier parce que tous nos idées de qui sont les grands bailleurs ou qui sont les bailleurs clés dans cette entreprise de coopération internationale sont en train de changer parce qu'on a de nouveaux acteurs qui sont, mais la Chine, elle rentre, puis elle ne pose pas de questions, puis qu'est-ce que c'est en termes de soutien des régimes, qu'est-ce que tout ça peut signifier? Bon, évidemment, autre bailleur intéressant à surveiller, ce sont les fondations, les Gates Foundation, les Soros Foundations, etc. Et aussi, l'impact des diasporas. Objectifs généraux, on reprend en fait quasiment les recommandations, les grilles de présentation des résultats, mais des recommandations dans les mémoires. Ici, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué. Bon, on est en train de revoir un peu, parce qu'on a élaboré ici un guide de mémoire et de thèse pour sortir justement de cette façon. La recherche fondamentale est largement marquée par la consultance. Non seulement les enseignants, mais ils reprennent inconsciemment cette méthodologie. Et le risque, c'est qu'il y a une uniformisation de mode de présentation des résultats. La recherche fondamentale n'est pas du tout contre l'opérationnalité, mais quand cette distance critique mérite vraiment d'être pris, de faire des constats, de documenter et de... Et juste un dernier point, c'était par exemple par rapport à cette histoire de décalage. En fait, à mon avis, le problème, c'est pas le décalage des ODD avec la réalité. Parce que comment, de toute façon, 17 objectifs formulés en 18 langues pourraient être un tant soit peu fidèles à la réalité? Voilà, je veux dire, cette différence entre une réflexion très macro et après comment ça se passe au niveau local, elle existera toujours, en fait. Donc, à mon avis, en tout cas, l'idée, c'est pas forcément d'aller documenter ces décalages, mais ça serait plutôt d'essayer de documenter justement les logiques sous-jacentes. C'est-à-dire que quand on reprend l'objectif, par exemple, on disait tout à l'heure avec les problèmes au niveau du développement rural, par exemple, ou alors les problèmes d'éviction. Donc ça veut dire, bon, je vais faire l'objectif 11, villes et communautés durables. Évidemment, tout le monde est d'accord à faire des villes et des communautés durables. Mais la question, c'est du coup, en fait, que les logiques qui sont mises en application dans les différents projets visent en fait des objectifs sous-jacents assez différents. Parce que certains vous diront que pour faire des villes durables, il faut une libéralisation excessive du marché pour que chacun puisse acheter et construire, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir des villes construites avec des services, parce que les services publics ne fonctionnent pas. Ça, c'est une logique. Et vous avez énormément de projets qui finalement servent cette logique, sauf qu'ils ne l'affichent pas comme ça, mais ils vont vous dire qu'ils vont faire des villes durables. Je vous remercie aussi tous les étudiants et pour votre participation et votre motivation aussi. Je sais que vous êtes très motivés pour le RASDEL, c'est une très bonne chose. Moi, je suis personnellement très heureux
d'avoir mes amis ici. Très important, dans la mesure où le MASDEL vient de Paris, de cette université. Et ce sont mes collègues qui sont là. Et avant même la journée scientifique du 4 juin, on a préféré que d'abord mes collègues prennent contact avec mes étudiants, parce que le MASDEL est au cœur même de cette chaire UNESCO.